merci d'être venus si nombreux à cette table ronde sur les exoplanètes. Je m'appelle Pierre Bonton et je suis le modérateur. J'y connais rien en exoplanètes, j'y connais rien en science-fiction, donc je suis l'idéal pour être modérateur. Ce que je vous propose, c'est que chacun se présente 5 minutes sur chacun à votre tour, et puis dire un mot aussi sur le thème. Et après, on passera la parole à la salle. Je suis sûr que vous aurez plein de questions à poser sur les exoplanètes. Si vous n'en avez pas, on s'en posera entre nous, d'accord? Ça va comme ça? Ça baigne. Alors, d'abord, Franck, qui est astrophysicien, qui va se présenter. D'accord, donc je me présente, ok. Vous m'entendez? Donc oui, je suis astrophysicien, je suis directeur de recherche au CNRS à Bordeaux, laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Je travaille sur les exoplanètes depuis 1995, donc depuis les premières découvertes. J'ai fait ma thèse là-dessus. J'ai fait ma thèse à Bordeaux, j'ai travaillé en Espagne, aux États-Unis, à Lyon, je suis à nouveau à Bordeaux. Et mon expertise est surtout dans les atmosphères de planètes, et en particulier bien sûr les atmosphères d'exoplanètes. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les atmosphères d'exoplanètes et qu'est-ce qu'on pourra en faire? Une des motivations, j'étais physicien de formation, une des motivations qui m'a amené à vouloir travailler sur les exoplanètes, à une époque où on ne les avait pas encore trouvées, comme j'étais physicien, c'était de réaliser qu'en fait on vit sur une planète dont l'atmosphère, la composition de l'atmosphère est contrôlée par la vie. C'est-à-dire on respire une atmosphère qui est riche en oxygène. Ça, c'est une production de la photosynthèse d'algues, de bactéries qui vivent dans les océans. Et elle est comme ça depuis 2,5 milliards d'années. On ne sait pas trop ce qu'il y avait avant, mais depuis 2,5 milliards d'années, la vie maintient une atmosphère riche en oxygène. Et cette atmosphère riche en oxygène, elle est observable par, je ne sais pas qui observe la Terre, mais en tout cas, dans le spectre de la Terre, dans les propriétés de la lumière qu'on peut observer à des distances astronomiques, on voit que c'est une atmosphère riche en oxygène. Donc si quelque chose regarde la Terre, il voit une atmosphère riche en oxygène. Et nous, on sait, peut-être ceux qui nous regardent ne le savent pas, mais cette atmosphère, c'est une signature de la présence de vie. Donc moi, quand j'ai réalisé un petit peu qu'on avait cette pancarte sur Terre, où on annonçait au reste de la galaxie, et plus si affinité qu'on était sur une planète porteuse de vie, je me suis dit, mais du coup, l'analyse des atmosphères d'exoplanètes prend une dimension passionnante, puisque peut-être qu'on pourrait, s'il y a de la vie à trouver, et si cette vie se manifeste de façon similaire ou différente, on pourrait, par l'analyse des atmosphères d'autres planètes, déceler la présence de vie sur une planète. C'est quelque chose qui motive la communauté des exoplanètes par une démarche scientifique de façon très très forte. On pourra en discuter. Voilà, et donc dans mon parcours, j'ai pu participer à beaucoup de choses. Donc j'ai participé justement aux premières analyses d'atmosphères de planètes extrasolaires en 2007. Donc des atmosphères de planètes qui ne sont pas du tout comme la Terre, mais déjà on a pu détecter des composés dans l'atmosphère de ces exoplanètes, on a pu détecter de la vapeur d'eau, on a pu détecter du méthane, on a pu détecter du monoxyde et du dioxyde de carbone. J'ai eu la chance de participer à la découverte de la première exoplanète, parmi toutes les exoplanètes qu'on connaît, la première qui était de taille et de température terrestre, planète qu'on dit être dans la fameuse zone habitable, qui est la gamme de distance autour d'une étoile, où si on trouve une planète tellurique comme la Terre, il n'est pas impossible qu'elle ait de l'eau. Elle n'est pas ni trop chaude ni trop froide, elle peut avoir de l'eau. Ça veut dire qu'elle en a, mais c'est pas impossible. Donc on recherchait ces planètes-là, et en 2014 on a trouvé la première de ces planètes, on en a trouvé d'autres depuis. Et à quelle distance Alors celle-là, elle est assez loin, je ne me souviens plus de tête, elle doit être à plus d'une centaine d'années-lumière, donc plusieurs centaines d'années-lumière. Et plus récemment, donc en 2016, j'ai pu participer à la découverte de Proxima b, donc une planète... Proxima b, c'est la plus proche de la Terre, c'est l'étoile la plus proche. Donc voilà, Alpha du Centaure, le système d'Alpha du Centaure, c'est le système stellaire le plus proche du Soleil, donc c'est un ensemble de 3 étoiles, qui est le système le plus proche de nous. Beaucoup d'étoiles sont rassemblées en petits groupes, ne sont pas forcément comme le Soleil, des étoiles uniques. À peu près la moitié des étoiles sont des étoiles multiples, la plupart binaires. Alpha du Centaure, c'est une étoile triple avec 2 étoiles qui ressemblent au Soleil, qui sont assez proches l'une de l'autre, séparées l'une de l'autre d'environ la distance Soleil-Neptune, à peu près 20 fois la distance Terre-Soleil. Et
à 15 000 unités astronomiques de ce couple. L'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, donc très très loin de ce binaire. Il y a une petite étoile rouge qu'on appelle Proxima, parce que c'est actuellement la plus proche de ces trois-là de nous. Et autour de cette étoile, qui est la plus proche du Soleil, on a trouvé la signature d'une planète probablement tellurique, et qui est elle aussi dans cette fameuse zone habitable. Bon, 5 minutes, on a dit. Voilà. Et juste pour terminer, parce que c'est peut-être ce qui intéresse aussi les gens, j'ai eu la chance de co-signer la découverte très récente des 7 planètes telluriques autour de l'étoile TRAPPIST-1, qui sont en fait, qui est un laboratoire, on pourra en parler, complètement extraordinaire pour étudier les planètes et les atmosphères de planètes, justement de planètes de température et de taille similaire à la Terre, mais dans un environnement complètement exotique par rapport à ce qu'on a dans le système solaire. Voilà, je m'arrête là. Ouais, et c'est un passionné de science-fiction aussi, Franck. Hein. J'aime bien la science-fiction. Jean-Christophe, alors. Bonjour, Jean-Christophe Gatti, donc moi je suis auteur de science-fiction, principalement novelliste, et l'une des particularités de la science-fiction, c'est de nous avoir emmenés un petit peu partout dans l'univers, d'avoir découvert des planètes de tous côtés, que ce soit aussi bien au cinéma ou dans la littérature. On est en train maintenant de découvrir dans la réalité donc des exoplanètes, des planètes telluriques, c'est-à-dire qui ressemblent un peu à la Terre, qui sont dures, des planètes qui ont de l'eau, qui ont des formes de vie un petit peu particulières, ce qui fait qu'on a beaucoup anticipé sur des choses qu'on découvre maintenant ou sur des espoirs que l'on a de découvrir un jour quelque chose qui nous ressemble, que ce soit simplement une planète ou de la vie à ce niveau-là. Cette notion de vie étant que pendant pas mal d'années, on a cru qu'il y avait de la vie ou qu'il y avait eu de la vie très importante sur Mars. Bon, on s'aperçoit depuis que non, c'était pas tout à fait ça. Mais on garde ce genre de choses. La science-fiction a été une grande exploratrice des mondes extérieurs qui a beaucoup amené en termes d'études, en termes de recherche, en termes un peu de fantasme aussi, parce qu'on a beaucoup espéré effectivement rencontrer, non pas des petits hommes verts, mais des êtres qui pouvaient nous ressembler suffisamment, avec qui on aurait pu échanger, etc. Le fait que la NASA ait envoyé un certain nombre de choses à l'extérieur pour présenter notre civilisation, ce qu'on faisait ou autre, c'est dans cet espoir de se dire peut-être qu'un jour quelqu'un trouvera ça. L'une des grosses difficultés que l'on a, c'est que dans la science-fiction, on arrive à s'affranchir de la problématique des distances. Franck vient de parler d'années-lumière. On n'est pas encore proche d'y arriver. Même, on a déjà des difficultés pour aller sur Mars, c'est pas évident. Aller loin, au-delà de Mars, ça compte en dizaines d'années. Donc rejoindre ne serait-ce que Proxima, je ne sais pas combien il faudrait des milliers d'années pour vraiment, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, hein, j'entends. D'ici là, on aura peut-être trouvé autre chose. Donc on a cette problématique et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut se permettre soit d'être relativement réaliste et d'apporter un certain nombre de choses en termes de réflexion, en termes d'image, ceci, ou alors on peut partir dans la poésie et le délire le plus complet sur les planètes qui existent de ce point de vue. Alors là, il y a beaucoup d'auteurs, il y a des thématiques aussi qui sont sur les planètes opéra, le space opéra, qui vont dans ce sens. Merci, il est auteur de science-fiction et aussi scientifique. Oui, un petit peu. C'est vrai que j'ai commencé par faire de la biologie, mais je me suis tourné rapidement vers les maths et l'informatique, ce qui fait que mes sciences biologiques... J'ai des bons restes. Bon, merci. Alors, Vincent, lui, il est physicien à Clermont-Ferrand, l'université Clermont-Auvergne, et lui aussi, c'est un passionné de science-fiction. Mais bon, il va se présenter en tant que physicien. Oui, comme je ne vais pas trop parler de moi, ça ne va pas durer 5 minutes, ça va peut-être être un peu plus court. Donc oui, je suis professeur à l'université, alors ça ne s'appelle plus Blaise Pascal, maintenant elle s'appelle Clermont-Auvergne depuis quelques mois. Je fais de la recherche plutôt théorique en fait, je manipule les modèles qui sont la théorie de la relativité, générale ou restreinte, un peu de mécanique quantique aussi, ça fait pas de mal. Et justement, ces théories-là sont des théories qui peuvent intervenir dans ce que disait mon collègue à droite au sujet des distances, des voyages, etc. Donc je ne suis pas directement spécialisé exoplanète, mais disons que
choses, les idées que je manipule ont un rapport assez proche quand même avec les exoplanètes. Voilà. Alors, moi je vais poser des questions, mais simplement, puisque pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est sur le problème des distances, justement, comment on peut imaginer y aller, parce que je suppose que la téléportation est largement développée en science-fiction. Qu'est-ce qu'il en est en physique ou en astrophysique, à part les trous de verre, des choses de ce type-là? Est-ce qu'on peut imaginer un jour je sais pas, la téléportation ou autre chose, par exemple les trous de verre, quoi? Déjà, si on... Ok, donc partons sur la téléportation. Du point de vue scientifique, il y a des gros soucis avec ça. Le premier, c'est avec... Je pars dans le cadre de la physique telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Je vais vous expliquer à mon sens, deux problèmes avec la téléportation qu'on peut rencontrer. Le premier, c'est que l'idée de la téléportation, c'est qu'on prend un bonhomme, une bonne femme, n'importe quoi, on le désintègre, et puis après, quelque part ailleurs, on reconstitue l'objet, c'est-à-dire qu'on doit positionner les atomes aux bons endroits, en leur donnant les bonnes vitesses, parce que tout ça, ça s'agite. Et le problème, c'est que la mécanique quantique interdit complètement cette chose-là. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, on ne peut pas simultanément positionner un objet avec une précision infinie et lui donner une vitesse avec une précision infinie. Donc déjà, si vous essayez de reconstituer quelque chose par téléportation, vous allez faire une sorte de bouillie, enfin c'est absolument impossible. Est-ce qu'on peut le faire avec un atome? Alors ça, c'est pas de la téléportation au sens où on reconstitue un atome. On peut mettre un autre atome dans le même état que l'atome initial, mais avant d'arriver à faire ça pour un ensemble, une masse ordonnée, constituée d'atomes, ça c'est pas possible. L'autre aspect que je voulais citer, c'est que si on essaie de calculer la quantité d'informations qu'il faut enregistrer pour coder un individu complet, c'est-à-dire déjà un individu c'est un nombre de molécules, 10 puissance 23, et encore là je suis un peu bas, donc c'est un 1 avec 23 zéros. Pour chacun de ces objets, il faut repérer la position, la vitesse, et puis il y a d'autres quantités aussi. À mon avis, vous associez la totalité des disques durs à notre possession, ça suffira pas. Il y a énormément de contraintes qui font que la téléportation au sens science-fiction, à l'heure actuelle, c'est pas la peine d'y songer, ça ne marchera pas. D'accord. Que disent l'auteur de science-fiction? Est-ce qu'il utilise l'auteur de science-fiction? Alors, pour ma part, je n'utilise pas la téléportation. Le micro. Oui. Pour ma part, je n'utilise pas la téléportation. Je suis plutôt allé dans les voyages avec les trous de verre. C'était pratique. Ça permettait de s'affranchir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou de verre? Alors, pour faire simple, c'est l'espace qui se replie et qui permet de rejoindre deux parties qui sont dans la réalité très très éloignées l'une de l'autre. Même ça poserait des problèmes sur le plan pratique parce que ça suppose quand même une énergie assez folle. C'est une problématique aussi qui touche effectivement les atomes à un moment donné parce qu'on va avoir des tensions et des torsions qui sont absolument gigantesques. Bon, l'avantage, c'est qu'au niveau de la science-fiction, on peut se permettre d'abord la téléportation, ça marche depuis Star Trek et autres, donc on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là, on peut se permettre de rester dans l'imaginaire. C'est pareil pour les trous de verre, pour l'instant, on n'a pas trop de théories très poussées, très détaillées sur ce genre de choses. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites, mais on n'est pas encore arrivé à quelque chose de concret pour dire, bah, tiens, à tel endroit, on a trouvé effectivement un trou de verre, on pourrait essayer de l'utiliser. Voilà. Ce sont des artifices un peu qu'on se donne pour pouvoir dire que les milliers d'années, à la limite, ça va devenir quelques heures ou autre à ce niveau. Franck, quelque chose à dire? Sur la téléportation, pas grand-chose, parce que déjà, en termes de... Quand on se pose la question comment y aller, la téléportation, elle arrive au deuxième plan. Il faut déjà y être pour faire venir quelque chose par téléportation. J'imagine. En tout cas, difficile d'imaginer qu'on envoie quelque chose et qu'il va y avoir tout le matériel là-bas sur place. Mais par contre, notamment récemment, le fait qu'on ait détecté une planète autour du système le plus proche a commencé à générer des réflexions qui s'étaient peut-être un peu éteintes au cours des années sur comment on pourrait envoyer quand même, avec les technologies actuelles ou approchantes, un objet, une sonde, pas des personnes, mais un objet dans ce système-là. Et il y a eu des réflexions notamment autour de sondes, de mini-sondes qui feraient de l'ordre du Graal, poussées par pression radiative, par des lasers qui seraient sur Terre, pour les envoyer dans cette direction. Alors bien sûr, un des problèmes, c'est, et on pourrait arriver
à atteindre des vitesses relativistes et à rejoindre un système comme ça en je sais pas, quelques décennies. Ça pose bien sûr aussi le problème, qu'est-ce qu'on met comme instrumentation et comme moyen de communication en retour vers nous dans un objet de 1 gramme. Mais néanmoins, il y a une réflexion. Sur ce thème-là. Moi, c'est pas du tout sur ça que je travaille. Alors, des questions dans la salle? Oui. Ça donnerait une communication quand même qui serait assez dure à suivre. Oui, bien sûr. Les réponses seraient sur 10 ans. Bien sûr, l'idée n'est pas de communiquer, hein. L'idée c'est imaginer, elle passe là-bas, elle fait quelques relevés, elle nous les envoie et ça nous arrive 4 ans après. Sachant que bien sûr, les communications sur des distances astronomiques c'est problématique, même dans le système solaire. Je veux dire, si le film Seul sur Mars, ils avaient respecté, ils n'avaient pas coupé les scènes d'attente entre des échanges, vous aurez trouvé le film très chiant, je pense. Donc on nous les a enlevés pour nous... Voilà. Par contre, dans le livre, ça passe très bien. Oui, dans un livre, n'attends pas. Oui. Pour aller sur Mars, c'est Une demi-heure plus tard. combien de temps pour aller sur Mars? 8 mois, non? Un vaisseau spatial qui irait sur Mars, c'est combien de temps? C'est quelques mois. Il faut se rendre compte qu'il y a un bond technologique à passer. Actuellement, quand on voyage dans le système solaire, on est très loin des récits de science-fiction. En fait, on donne des impulsions ponctuelles, des pchit, et ensuite on se retrouve sur des orbites balistiques au sein du système solaire. Donc on vise bien et on envoie un vaisseau sur une trajectoire elliptique dans le système solaire vers une direction qu'occupera Mars au moment où le vaisseau passera. Et là, on redonne une impulsion pour le freiner et l'accélérer, le mettre en orbite autour de la planète en question. Et c'est ça l'astronavigation de nos jours. C'est une science qui a fait énormément de progrès, on est capable de précision incroyable, mais on n'est pas dans une philosophie où on a une poussée continue qui nous permettrait, là, si on arrivait à régler ce genre de problème, à embarquer des petits moteurs nucléaires ou des choses comme ça, on pourrait très bien aller sur Mars très rapidement, en quelques semaines. Et juste par contre pour dire ça c'est dans le système solaire. Dans le système de TRAPPIST 1, les planètes sont tellement proches les unes des autres que là, ça s'envisage comme des voyages Terre-Lune. Donc en quelques jours. Jean-Christophe, il y a le micro. Oui, la problématique, effectivement, au niveau du système solaire, c'est que, aujourd'hui, aller sur Mars, c'est de l'ordre de quelques mois, on va dire 90 jours pour faire simple. Il y a des idées pour descendre à 40 jours, mais même là, ça signifie qu'il y aura, si on envoie un message à un vaisseau qui est en train de se diriger vers Mars, on va avoir des problèmes d'attente, des minutes. On n'aura pas d'instantanéité, donc essayez d'imaginer qu'on envoie un vaisseau à des milliers de... Tourne à droite, il mettra 8 minutes pour tourner à droite, quoi. Oui, le temps de le faire réagir, c'est pour ça qu'effectivement, comme disait Franck, c'est une science qui oblige à calculer à l'avance une trajectoire, à définir que la planète un tel va se trouver à tel moment, à tel endroit, précisément, on y arrive. C'est pas très compliqué aujourd'hui, il y a quelques dizaines d'années, c'était un petit peu plus hardi, mais on est arrivé, on a des sondes qui sont sorties du système solaire et qui ont été au rendez-vous de ce qui avait été prévu. Mais là, on va beaucoup plus loin parce qu'on a des systèmes solaires qui vont bouger de place les uns par rapport aux autres, des planètes qui vont elles-mêmes bouger. Donc, ça va devenir plus. L'autre point qui est important, c'est que même dans le cas de TRAPPIST, si on est prêt, on aura une problématique particulière. Si on donne beaucoup de poussée, à un moment donné, il faudra s'arrêter, il faudra freiner. Et donc si on donne une poussée continue, par exemple, à un vaisseau pour lesquels pas, il va falloir lui dire à un moment donné, bon, mais on commence à freiner, on est encore à 10 ans ou à 20 ans de la planète, mais il faut commencer à freiner maintenant, parce que sinon on va la dépasser. Quand je parlais de TRAPPIST, pour être clair, j'imaginais ce que pourrait être des trajets à l'intérieur de ce système, entre les planètes du système, juste pour dire que le système solaire est un système très étendu, et qu'il y a des systèmes qui sont beaucoup plus ramassés, qui peuvent être intéressants pour la science-fiction, de se placer dans ces problématiques où les planètes sont des distances proches, quoi. Voilà. Par contre, TRAPPIST, c'est à 40 années-lumière, oui, c'est... Et alors, tiens, Vincent, avant de passer à une autre question dans la salle, la théorie pour bien prévoir les trajectoires, c'est quoi? C'est la gravité, c'est la relativité C'est de la relativité, enfin ça dépend des distances en fait, mais si on utilise la relativité, c'est sûr qu'on trouvera le bon résultat. D'accord. Donc, Ça inclut... c'est tout. C'est sûr ça, parce qu'il n'y a pas d'évolution possible, c'est Alors, c'est la relativité générale. La relativité, c'est une sorte de représentation de notre univers.
Et quand ça a été construit, on a pris les hypothèses les plus raisonnables, les plus simples. Et il se trouve qu'avec ça, pour l'instant, ça marche relativement bien. Mais peut-être que la C'est ce qu'elle dit, relativement bien, oui. peut-être qu'il y a des situations où on peut mettre en évidence des défauts à cette relativité-là. Donc peut-être que la façon dont notre univers est réellement est différent de celui qui se trouve décrit par la relativité. Donc peut-être que ça permettrait, s'il y a une modification de cet étage-là dans la construction, de jouer et de peut-être trouver d'autres façons de se déplacer, alternatives qui seraient peut-être plus efficaces. C'est une remarque intéressante parce qu'en fait, souvent la relativité, en particulier la relativité générale, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui fonctionne bien du point de vue théorique, mais qu'on n'a pas beaucoup d'effets qui nous concernent, même qui concernent l'exploration spatiale. En fait, il y a des effets sur les orbites qui sont connus, notamment sur l'orbite de Mercure, mais qui sont extrêmement faibles. Dans des systèmes exoplanétaires, par exemple trappistes, les effets de relativité générale sur les planètes les plus internes sont absolument à prendre en compte dans la description des mouvements orbitaux. Il y a ce qu'on appelle des précessions, des mouvements des orbites, qui sont rendus extrêmement forts, extrêmement mesurables par le fait que les planètes sont beaucoup plus proches de leur étoile. Vous comprenez un peu, ouais, ou alors il y a des explications un peu plus claires, bon ça va. Alors une question parmi vous là. Oui. C'est pour Franck. Ouais, Pour Franck. Je pense que j'ai compris que pour que les planètes soient habitables, on imagine qu'il faut avoir de l'eau, une atmosphère. J'ai compris qu'il y avait aussi la notion de champ gravitationnel qui protégeait les planètes des rayons du soleil. Tu veux dire magnétique? Ouais, champ magnétique, pardon. Champ magnétique, sur ça, tu sais mesurer la distance dans le système trappiste, Alors, par exemple? c'est en fait, je trouve que la question de la protection, entre guillemets, des planètes par le champ magnétique, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas du tout au point. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un champ magnétique? Oui, alors juste, simplement, je vais essayer de développer sur cette question. La Terre, je ne vais pas revenir au fait que, je ne vais pas expliquer ce qu'est un champ magnétique, mais la Terre a un champ magnétique qui influence les trajectoires des particules chargées. Donc les électrons, les protons, les ions. Le Soleil émet beaucoup de particules chargées, il y en a aussi dans la galaxie. Et ces particules chargées, certaines sont très énergétiques et viennent percuter la Terre. Alors la grande majorité sont absorbées par l'atmosphère. Certaines peuvent arriver près de la surface, mais bon, on n'est pas particulièrement en danger. Mais on a une magnétosphère qui, on va dire, fait passer ces particules chargées du Soleil sur des trajectoires ouvertes qui ne percutent pas la Terre et les concentrent au niveau des pôles. C'est ça, par exemple, qui fait les aurores boréales, en période où le Soleil est actif et émet beaucoup ces particules. On s'inquiète de ça à plusieurs niveaux. Bien sûr, c'est un problème pour les voyages interplanétaires parce que les astronautes, les spationautes sont soumis à ces particules chargées. Et donc il faut blinder les vaisseaux spatiaux. Nous, on a un blindage qui est l'atmosphère. Donc même si on n'avait pas de champ magnétique, le champ magnétique, de temps en temps sur Terre, il s'inverse. Et il y a des périodes plus ou moins longues où on n'a pas cet effet de champ magnétique intrinsèque dedans. C'est tous les combien? Tous les 100 000? Ça dépend, c'est pas régulier. Parfois il y a des séries très rapides qui se passent. Certains scientifiques pensent que peut-être on est à l'aube d'une inversion du champ magnétique. Et la dernière inversion du champ magnétique, c'était quand? Je sais pas, Laurent, tu sais peut-être ça. Non, mais c'est pas très important parce qu'en fait ça a assez peu de conséquences. Ah bon, d'accord, ça va. Ça a assez peu de conséquences. On risque rien si ça se passe. Il peut y avoir des problèmes plus au niveau télécommunication. Alors bien sûr, les boussoles, le nord magnétique deviendrait le sud magnétique, c'est un détail ça. Ce qui nous inquiète plus au niveau de l'habitabilité, c'est que ces particules qui percutent l'atmosphère, elles chauffent la haute atmosphère et elles peuvent éjecter l'atmosphère dans l'espace, elles peuvent éroder l'atmosphère et faire que les atmosphères ne persistent pas. On sait que Mars a perdu une partie de son atmosphère, on sait que Vénus a perdu une partie de son atmosphère, mais on ne maîtrise pas très bien la théorie de ça. En ce moment, ça revient souvent de dire « Ah, mais il faut aussi qu'une planète ait un champ magnétique ». C'est pas complètement vrai parce que notamment quand le champ magnétique terrestre s'annule, en fait on a une ionosphère, on a des ions dans la haute atmosphère qui circulent, qui ont un mouvement et qui créent aussi un champ magnétique induit.
Et sur ces planètes qui auraient le risque d'être érodées par l'activité de leur étoile, cette ionosphère, elle sera très étendue et il y aura un champ et une vie très fort. Je trouve que c'est allé trop vite dans les articles de vulgarisation. On retrouve ça beaucoup, le champ magnétique c'est super important. On ne connaît pas bien encore l'importance du champ magnétique en termes d'habitabilité. En tout cas, dans l'histoire de la Terre, quand le champ magnétique s'inverse ou disparaît, on ne voit aucun lien entre ça et la biodiversité terrestre, par exemple. Mais est-ce que ça peut perturber nos communications? Oui, par contre, oui. Donc c'est déjà arrivé. C'est arrivé, on reconstitue des événements qui se sont passés dans le passé, ou si on avait eu les technologies actuelles lors de grandes éruptions solaires dans le passé, on aurait été bien embêté. Donc ça se reproduira, et donc il y a beaucoup de gens qui pensent à ça. Que se passerait-il lors d'une éjection, ce qu'on appelle une éjection coronale du Soleil, donc quand le Soleil éjecte, il y a son vent solaire moyen, de temps en temps il y a des éjections. S'il y en a une qui est très violente, qui intercepte la Terre, ça peut poser énormément de problèmes en termes de télécommunications, voire même de sauvegarde de l'électronique fragile. Donc protégez bien ces petits téléphones, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Mettez une atmosphère autour. Hein. Autre question. Oui, là, puis après là. Question liée d'assez loin. Est-ce que vous pensez qu'on a une approche trop géocentrique de la recherche de la vie extraterrestre? Alors je sais pas, chacun une réponse, d'accord? On va commencer par Vincent. On n'entend pas la question, donc c'est compliqué. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a une approche trop géocentrique de la recherche de vie extraterrestre? Excusez-moi, c'est moi qui fais mal mon boulot, excusez-moi. Hein. Donc c'est bon la question. Alors on va commencer par Vincent. Moi je pense a priori oui. Tout simplement parce qu'on fonctionne à partir de ce qu'on connaît et des références que l'on a. Je ne sais pas, si on rencontre un jour une vie, un nuage gazeux intelligent, je ne suis absolument pas certain qu'on soit capable d'apprécier les caractéristiques de ce système-là. Donc effectivement, si on veut faire une recherche un peu plus généraliste, ça demande un saut conceptuel assez fort. Et voilà. Jean-Christophe, tu veux... Oui, alors effectivement, c'est très orienté vers ce que nous connaissons, ce que nous sommes. Il faut savoir qu'on part de l'hypothèse qu'effectivement la vie ne peut se faire pratiquement que si on a de l'eau. C'est pas forcément vrai, on a des organismes qui sur Terre peuvent se passer d'eau pendant très longtemps. Mais qui ne font rien. Pardon, mais qui ne font rien, mais qui ne sont pas forcément actifs, mais qui sont capables de survivre. Ce qui veut dire que peut-être qu'on peut trouver des planètes, par exemple, où il y a de l'eau, soit occasionnellement, comme il y a de la vie dans le désert, où l'eau ne tombe que de temps en temps. Vous avez des petits animaux comme le tardis qui sont minuscules, mais qui sont capables de survivre sans atmosphère, sans eau, pendant très longtemps. Pardon ? C'est des animaux plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, c'est ça, oui. Ils font un peu de chrono, machin, là, le voyage. Donc ils sont très vicieux, ces animaux. J'ai pas compris pourquoi. Il fait partie de Tardis. Ah, d'accord. Doctor Who, c'est le système de voyage du Docteur Who. Mais je trouve que c'est un petit animal minuscule. On ne parle pas des tardigrades, hein. On parle des tardis. C'est les tardis. Les tardigrades, ça existe là. Oui, et Ça c'est n'a pour pas faire sa le lien. propriété topographique. Ouais. Soyons clairs, hein, pour les personnes qui ne suivent pas comme moi. Oui, il ne faut pas hésiter à interrompre. Bon, c'est déjà une problématique, cette eau, cette atmosphère, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout certain. En plus, on part sur le fait que la vie, très souvent, serait carbonée. Parce qu'il peut y avoir d'autres vies que le carbone. Il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui ont fait d'autres propositions. La problématique de la gravité aussi qu'on a, qui est particulière, qu'on a mise à 1 pour faire une référentielle. Nous sommes à 1, et on fait à partir de là une référence pour d'autres. Il y a des auteurs de science-fiction qui ont proposé des planètes où la gravité est absolument énorme, et ont proposé de la vie et autres. Là, on peut partir. Oui. Oui. Oui, alors oui, je traduirai. Enfin, C'est pour une autre question ou c'est pour celle-là? Non, c'est pour juste une précision. Il y a une... Bon, alors, venez ici alors. Je vous prête mon micro. Merci, juste pour dire justement, il y a un épisode de Star Trek, la première série, où il y a une créature vivante basée sur le silicium. Ce qui pose le problème de la vie aussi, c'est la question de l'abondance relative des éléments.
En fait, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une chimie du carbone, l'oxygène, l'hydrogène, tout ça, simplement parce que ces éléments les plus présents dans l'univers. Merci. C'est Star Trek qui vient de parler là. Je réponds à la question. Bon, oui, réponds à la question. Donc, sur la question, est-ce qu'on a une approche géocentrique? Forcément oui. Je veux dire, on a beau faire ce qu'on peut pour ne pas l'avoir, par définition, on est sur Terre. Après, on l'a même, parce que on dit, est-ce que vous n'avez pas une approche géocentrique dans la recherche de la vie? Il n'y a pas une stratégie exprimée claire de recherche de vie actuellement, dans une phase d'exploration. Donc en fait, on explore ce qu'on peut. On va dans les planètes autour de nous, on explore les gammes de rayonnement visibles, infrarouge UV, que l'on sait explorer. Donc on est assez peu biaisé en termes d'exploration et on n'a pas encore établi quelles seraient les bases d'une recherche de vie. Donc pour l'instant, on n'est pas encore trop affecté, mais on le sera quand on mettra en place cette stratégie. Elle sera forcément très entachée de géocentrisme. Mais ce géocentrisme, il s'exprime tout le temps, et je peux vous donner un exemple. Une des raisons pour lesquelles, on en parlait tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles on n'a pas trouvé d'exoplanète avant 1995, c'est parce que quand on réfléchissait aux moyens de trouver les exoplanètes, on prenait comme exemple le système solaire. Et donc on se disait, tiens, comment je pourrais faire pour détecter une Terre ou un Jupiter autour d'une autre étoile? Et on se dit, ah, qu'est-ce que c'est dur? Et c'est toujours aussi dur. En fait, si tous les systèmes exoplanétaires avaient la même architecture que le système solaire, aujourd'hui on en aurait découvert zéro. Donc en fait, c'est parce qu'il existe des systèmes extrêmement différents du système solaire, autour d'étoiles plus petites, des systèmes beaucoup plus compacts, des Jupiters très proches de leur étoile, aussi des systèmes très jeunes où les planètes sont encore chaudes de leur formation, elles sont détectables. S'il n'y avait pas eu cette diversité-là, on ne les aurait pas trouvés. Donc il y a eu quelques scientifiques qui sont allés dans une exploration non biaisée et qui ont trouvé des exoplanètes, ils ont trouvé des Jupiters chauds, parce que justement, ils n'avaient pas cette approche système solaire centrique, géocentrique. Donc oui, on est biaisé, c'est un exemple, et on l'est tout le temps. Après, normalement, on va s'en libérer d'autant plus qu'on va explorer. Donc déjà, l'exploration de la diversité des systèmes planétaires nous libère un petit peu de ça, et nous permet de mieux comprendre le système solaire comme un point dans cette diversité. Tous les grands progrès de la planétologie de ces dernières années viennent du fait qu'on a observé d'autres architectures de systèmes planétaires. On a fait « Ah, mais c'est pour ça !» Et du coup, les modèles de formation de planétaires, ils ne doivent pas expliquer le système solaire, ils doivent expliquer tous les systèmes planétaires dont le système solaire, et ça marche bien. Avoir une théorie de formation des planètes qui forme toujours un système solaire, ça ne marche pas. Donc on se libère un petit peu de ce géocentrique, mais ça mettra du temps et des découvertes surprenantes dans différents domaines. Alors, quelles sont les méthodes pour découvrir les nouvelles exoplanètes? Je sais pas, peut-être Franck, ouais. Alors, ouais, désolé de... les méthodes pour trouver les exoplanètes, il y en a 4 ou 5, on va dire, aujourd'hui. Les deux principales qui ont donné le plus de découvertes sont deux méthodes indirectes, où en fait on observe l'étoile, et dans un premier temps, la première méthode qui a donné les premières détections consiste à mesurer le mouvement de l'étoile, le mouvement précis de l'étoile. Alors mouvement pas en termes de position, mais en termes de vitesse. Donc on mesure en fait la vitesse des étoiles, on fait ça par effet Doppler, on utilise la spectroscopie pour faire un spectre à haute résolution de la lumière de l'étoile, et on regarde les variations, les décalages de ces spectres. C'est un effet qui par exemple est utilisé pour mesurer la vitesse des voitures par les radars, mais là par spectroscopie de la lumière. Et donc une étoile qui n'a pas de planète, ou des planètes trop petites pour avoir un effet, elles suivent une trajectoire, disons en première approximation, rectiligne uniforme par rapport au Soleil. Elle s'éloigne ou elle se rapproche, mais elles font un autre. Une étoile qui a une planète, elle va faire un truc comme ça. Parce qu'en fait, elle a un mouvement orbital autour du centre de masse de l'étoile et de la planète. C'est-à-dire qu'en fait, on dit toujours que les planètes tournent autour d'une étoile. En fait, une planète tourne autour du centre de masse du système, et l'étoile tourne aussi autour du centre de masse du système. Donc en fait, on va avoir un mouvement, s'il y a une planète, on va avoir un mouvement périodique à une période. S'il y a plusieurs planètes, on va avoir une composition de tous ces mouvements, et on va voir tout. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est de se dire, parmi toutes ces planètes,
Mais peut-être qu'on a de la chance, c'est peut-être qu'il y en a certaines qui font des éclipses. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être certaines qui ont leur plan orbital orienté de telle façon à ce que la planète, à chaque orbite, passe devant le disque de son étoile. Et dans ce cas-là, toutes les révolutions, on va avoir une petite baisse de luminosité de l'étoile qu'on appelle un transit et qui va se répéter périodiquement et dont la profondeur va dépendre du rapport des tailles de l'étoile et de la planète. Mais il faut qu'on soit bien orienté. Par exemple, si vous prenez, si je prends 200 soleils, chacun avec exactement une Terre, je les lance dans le ciel et je les oriente n'importe comment, il n'y en a qu'une sur ces 200 qui va être dans une géométrie de transit, statistiquement. Mais si on observe énormément d'étoiles et qu'on les observe tout le temps, c'est ça la grande difficulté, ça a été notamment l'objectif du télescope spatial Kepler qui a observé plus de 100 000 étoiles en continu pendant plusieurs années. Et bien là, on va voir cette petite fraction, ce top de l'iceberg, qui sont les systèmes bien orientés. Et c'est parce qu'on en a trouvé beaucoup avec Kepler qu'on a réalisé qu'en fait, quasiment toutes les étoiles avec des planètes. Donc on n'en trouve qu'une toute petite fraction, mais le nombre qu'on trouve nous permet de remonter à la population qu'on ne voit pas, et on sait maintenant que la majorité des étoiles ont des planètes. La nature ne sait pas former une étoile sans la doter d'un cortège de planètes. Ça, c'était une des grandes découvertes de ces 5 dernières années. Donc il y a des milliards et des milliards de planètes. En science-fiction, là, tous les deux, parce que vous aimez bien la science-fiction, là, tous les deux. Comment vous faites, vous, pour aller sur une planète, définir une nouvelle planète en disant, tiens, j'invente une planète et puis je peux la détecter et toi, pareil, Vincent, peut-être que dans tes lectures, tu peux répondre par l'imaginaire des découvertes de planètes, comment font les science-fictionnistes, si je peux m'exprimer ainsi. Alors là, il y a beaucoup de choses, parce que ça va effectivement dépendre des auteurs ou des scénaristes si on reste dans les films ou les séries. Le gros truc, très souvent, on considère qu'on a déjà trouvé la planète, donc on ne s'embête pas à la chercher. Il ne faut pas rêver, hein, c'est le plus simple, comme ça on ne se pose pas de questions à ce niveau-là. La grosse difficulté ensuite, une fois qu'on a une planète, c'est d'en faire une planète réaliste. Parce que ça va poser des problèmes, bien sûr, au niveau de l'atmosphère, au niveau de la gravité, au niveau de l'inclinaison de l'orbite, des saisons, vu qu'il y a une rotation, ça signifie qu'on va avoir des problèmes horaires à gérer, etc. Donc ça, c'est tout un travail particulier. L'autre point, c'est qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, parce que très souvent, comme vient de dire Franck, les étoiles sont dotées de plusieurs planètes, c'est assez fréquent. Donc elles vont avoir une influence sur les autres, on va avoir les problèmes des satellites et autres. Déjà c'est en termes de planète elle-même, d'organisation générale, il y a une complexité. Ensuite, si on rentre dedans, sur cette planète, on va se retrouver avec des problèmes de flore, de faune, etc. Qu'il va falloir gérer, peut-être d'habitants qui seront différents. Mais déjà à la base, la planète, il va falloir faire 3 choses. Premièrement, effectivement, la trouver, pouvoir y aller. Il faudrait pouvoir déceler si pour nous, elle serait, entre guillemets, utilisable. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait y mettre les pieds, est-ce qu'on peut même avec un scaphandre ou son scaphandre, ça c'est autre chose. Là, je fais appel au cinéma ou autre, où vous avez des séries ou des films, vous voyez les personnes qui descendent tranquillement de leur vaisseau spatial, comme si de rien n'était. Donc, il ne faut même pas la problématique qu'on a avec les astronautes qui descendent de l'ISS après avoir passé pas mal de mois et qui ont des difficultés avec leurs os, leurs muscles et autres. Bon, ça, ce serait déjà, rien que ça, ce serait une difficulté particulière. Alors, on présente l'avantage en écrit, bien sûr, c'est qu'on peut s'affranchir, comme disait Jean-Pierre Fontana, d'attendre un certain nombre de mois ou d'années que quelque chose se passe. C'est vrai que c'est un gros avantage. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir être crédible et donc décrire un certain nombre de choses. C'est plus facile en littérature qu'au cinéma, parce que c'est pareil, au cinéma, si on commence à décrire une planète, tout ce qu'elle a, on va y passer des heures, on va s'ennuyer, il n'y a rien à faire. Quand vous prenez un film comme Dune, où on vous décrit effectivement les planètes dans le détail, avec les déserts, avec les autochtones qui sont là, avec tout un tas de choses, on a le temps de décrire, on peut se permettre un certain nombre de choses. On a déjà 3 points, il faut la trouver dans la pratique, il faut y aller, puis savoir ce qu'on peut en faire, parce que si c'est juste pour faire joli, alors on peut avoir des planètes où on ne fait que passer. Dans la pratique, on parlait d'égocentrisme, c'est vrai que les 3/4 du temps, on va se trouver dans une situation où la plupart des planètes qu'on trouverait, c'est pour les exploiter ou s'y installer.
donc c'est l'exploitation minière ou c'est l'installation pour mettre des colons, c'est ce qu'on trouve très souvent à ce niveau-là. Sauf si vous tremblez sur un planète opéra, vous avez la planète vivante. Ça c'est autre chose, mais je crois pas qu'on en ait encore trouvé. D'accord. Vincent, mais tu as peut-être aussi une réponse physique, parce que tu es physicien avant tout. Oui, il y a d'autres façons de découvrir des planètes. Enfin, en fait, c'est comme découvrir n'importe quelle masse dans l'univers. Tout à l'heure, on parlait de relativité générale. La relativité générale, j'ai dit que c'était lié à la géométrie de l'univers, et il se trouve qu'une des propriétés de la lumière, c'est qu'elle suit ce qu'on appelle une géodésique. Une géodésique, c'est un truc tout bête. Vous prenez un morceau de scotch, prenez n'importe quelle surface, si vous arrivez à coller le morceau de scotch sans qu'il se plisse, vous avez fabriqué une géodésique. Si vous prenez une sphère, une map monde, la seule façon de coller des morceaux de scotch sans qu'ils se plissent, c'est de prendre des méridiens ou alors l'équateur. Si vous essayez un tropique par exemple, vous allez voir que le morceau de scotch va se plier. Il se trouve que la lumière, elle suit les géodésiques, et ce qui déforme l'espace-temps, ce sont des masses. Donc si on a une étoile par exemple, la lumière, lorsqu'elle va s'approcher de cette étoile, elle a une trajectoire qui va se modifier. C'est la relativité générale. Ça c'est la relativité générale. C'est exactement comme une lentille en fait. Quand vous avez une lentille à un but vert, vous envoyez la lumière dedans, la lumière elle a traversé la lentille, elle a pris une autre direction. Et donc en observant cet effet-là, une sorte d'effet de lentille gravitationnelle, en fait, on peut de cette façon-là localiser aussi la présence de matière dans des endroits. Et donc là, pour les planètes, ce serait plus d'effet de micro-lentilles, mais on peut aussi localiser des choses beaucoup plus massifs, où là on a des effets de lentilles plus forts encore. Donc voilà, donc du point de vue de la physique, en fait, il y a plein de façons éventuellement d'y arriver. Pour ce qui est de comment c'est fait dans la littérature, alors à mon avis, là c'est l'imagination surtout. Souvent, la façon de découvrir une planète, c'est d'y aller. Bon, difficile d'y aller, d'après ce que vous me dites. Tu veux rajouter quelque chose? C'est quand même la façon la plus simple aussi à comprendre pour détecter les planètes, mais qui n'est pas facile à faire, c'est bien sûr de prendre une photo d'une étoile, où on verrait l'étoile et la planète, ce que nous on appelle l'imagerie, ou la détection directe. Eh bien, on arrive aujourd'hui à prendre en photo des systèmes et leurs planètes, mais on arrive dans un cas très particulier, c'est quand la planète et l'étoile sont suffisamment loin l'une de l'autre pour qu'on ait la résolution spatiale pour les réseaux. Alors ça, c'est donné par la taille des télescopes. Plus un télescope est grand, plus il peut avoir une résolution qui est fine. Donc on a des télescopes actuellement qui font jusqu'à 10 mètres. Et on est en train de construire un de 39 mètres, donc on va accroître. Mais après, on a un autre problème qui est le contraste, c'est-à-dire le ratio entre la lumière de l'étoile et de la planète. Par exemple, le Soleil et la Terre ont un contraste de 1 milliard dans le rayonnement optique. La Terre est 1 milliard de fois moins de lumière, c'est la lumière qu'elle réfléchit. Et dans l'infrarouge, si on compare la lumière émise par la Terre à sa température et la lumière émise par le Soleil à sa température, c'est 1 million. C'est un peu mieux, mais c'est faible. Donc il faut avoir des planètes loin et brillantes. Et ça, c'est un paradoxe, parce que pour que les planètes soient brillantes, il faut qu'elles soient éclairées par leur étoile. Il y a un cas où ça s'avère vrai, c'est les planètes qui viennent de se former. Les planètes qui viennent de se former, alors quand je dis elles viennent de se former, c'est il y a mettons 1 million d'années. Un Jupiter qui vient de se former, il est très chaud, et dans ce cas-là, si on le trouve à plusieurs dizaines de fois la distance Terre-Soleil, on est capable aujourd'hui, on a trouvé quelques dizaines comme ça de systèmes, notamment des systèmes multiplanétaires, où on voit plusieurs Jupiters qui se sont formés. Et dans le futur, c'est, je pense, la méthode à privilégier, c'est l'imagerie. C'est-à-dire, on voudra avoir l'étoile et un petit point pour chacune de ces planètes et pouvoir faire la spectroscopie sur chacun de ces petits points pour savoir de quoi il est fait. Parce que la spectroscopie, c'est ce qui nous permet de déterminer la nature compositionnelle, la composition chimique des objets et leur température et de quoi ils sont faits. Donc on a besoin de la spectroscopie, on peut l'avoir par d'autres, on est capable aujourd'hui de faire ça, mais donc je pense que dans le futur, si on se projette loin, je pense que la méthode principale pour étudier les exoplanètes, ce sera l'imagerie directe. Bon, Jean-Christophe. C'est juste pour compléter, mais je vais le faire sous forme de question à Franck. Alors la problématique, on veut des étoiles qui soient très loin, donc c'est-à-dire qu'on est capable quand même avec les télescopes actuels de voir quelque chose qui se trouve à plusieurs millions de milliards de kilomètres de nous. Il y a une autre problématique, si je me souviens bien, c'est le temps, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un décalage dans le temps, oui. Donc ce qui veut dire qu'on étudie quelque chose qui est, puisqu'il parlait de millions d'années, dans le passé.
C'est vrai que c'est quelque chose que souvent on oublie, nous-mêmes astrophysiciens. Par exemple, quand j'observe le système TRAPPIST, quand je regarde les données du système TRAPPIST, j'ai énormément de transits des planètes. La planète la plus interne, elle fait un tour en 1 jour et demi, donc tous les jours et demi j'ai un transit. La deuxième, c'est tous les 3 jours, etc. Et la plus externe au système, c'est 18 jours. Donc c'est un système très compact par rapport au système solaire. Et donc on a des dates, on peut prédire, tiens, demain il y aura un transit, après-demain il y aura un transit. Mais ce demain, cet après-demain est dans le passé en fait. Il est environ 40 années dans le passé, puisque ce système-là est... Et ça c'est un problème, il y a un problème plus vicieux, qu'on ne connaît pas tellement, c'est que nous on analyse des données qui sont prises sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et en fait, on fait des mesures extrêmement précises, notamment du timing des transits pour voir les effets entre planètes, pour les peser, je ne vais pas aller dans le détail, mais si je suis autour du Soleil dans la direction de l'étoile ou autour du Soleil à l'opposé, il y a 16 minutes de différence. Le Soleil, il est à 8 minutes lumière de la Terre, et ces 8 minutes, ces 16 minutes, c'est problématique quand on essaie de mesurer des effets de l'ordre de la minute. On essaie de mesurer le passage des transits à la minute. Et donc on a un calcul qui est simple mathématiquement, mais qui est intellectuellement, que je trouve moi très pénible, qui est de recaser ça dans un référentiel un peu absolu, barycentrique, basé sur le Soleil, et on a un système comme ça de temps. Ça c'est ton problème, Franck. Voilà, alors, on va pas y avoir accès. Jean-Pierre, une question. Je vais complexifier un peu le problème. Tu veux prendre le micro, tiens. Je prends l'exemple de Titan, par exemple, qui est le satellite d'une de nos planètes. Il est fort possible que dans les étoiles plus ou moins proches, peu importe, qu'on ait également le même problème, c'est-à-dire des planètes peut-être géantes, sur lesquelles on peut imaginer qu'il n'y a pas la vie, parce qu'elles ne sont peut-être pas telluriques ou autres, mais elles peuvent avoir des satellites qui, eux, sont peut-être propices à la vie, et est-ce qu'on peut les détecter, voilà. Alors, on n'en a pas trouvé encore aujourd'hui de satellites naturels artificiels, mais on n'a pas encore trouvé de lune autour de planètes. C'est pas faute de chercher, on a la précision. Le problème, c'est qu'on est pour l'instant dominé dans la population connue des exoplanètes par des planètes qui sont beaucoup plus proches de leur étoile que la Terre donnée du Soleil. Ça veut dire qu'elles sont plus chaudes, parce que certaines étoiles sont très peu lumineuses. On peut avoir un système très compact comme TRAPPIST, mais où les planètes sont tempérées comme la Terre. Le problème, c'est que ces systèmes-là sont soumis à des forces de marée terribles. Les forces de marée, c'est le différentiel de la gravité qui fait que ça déforme les corps. Donc, l'attraction gravitationnelle, par exemple, de la Terre, due à l'influence du Soleil et de la Lune, n'est pas la même en tout point de la Terre, donc ça déforme la Terre. C'est ça les forces de marée. Et ça a aussi un effet, c'est de ne pas rendre les satellites, les lunes, stables. Donc la plupart des exoplanètes que l'on détecte, elles ne peuvent pas avoir de satellites stables. Les forces de marée les feraient se collisionner très rapidement. On a certains systèmes où on commence à aller suffisamment loin de cette influence de marée et où on ne trouve pas de lune, mais c'est aussi très difficile après. Mais c'est une vraie question. Donc l'archétype, en tout cas récent de ce cas-là, c'est Pandora dans Avatar, où on a une planète géante qui est à une distance où on a à peu près la température de la Terre d'une des étoiles d'Alpha du Centaure, mais où on a une planète géante, mais c'est son satellite qui est habitable entre guillemets. Ce qui pose un problème à l'équipe de James Cameron, c'est que le fait de placer des histoires de science-fiction dans des systèmes proches, nous on commence à mettre des contraintes sur ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et donc actuellement, comme il est prévu de faire des suites à Avatar, ils sont en train de se creuser la tête pour voir qu'est-ce qu'on est allé fiche cette planète géante dans un système où les astrophysiciens sont en train de cartographier et de nous dire qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Donc ça c'est un lien intéressant entre la science et la science-fiction. J'écoutais dans une émission récemment, il y avait Serge Lehmann qui disait « Oh, ils sont chiants avec leurs exoplanètes, maintenant on va devoir se plier à tout ce qu'ils découvrent, etc. » Alors, d'un point de vue statistique, il y a une telle diversité d'exoplanètes que je dirais au contraire, lâchez-vous, auteurs de science-fiction, la science vous donne son aval, son feu vert, tout existe, on a trouvé des trucs complètement farfelus. Par contre, pour les systèmes proches, comme Alpha du Centaure, ceux-là, on va bientôt vous dire ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et Pandora, c'est embêtant, et on est actuellement en discussion, en tout cas, avec l'équipe de James Cameron, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la véracité scientifique de ces histoires, et qui est très emmerdé avec ça.
Et alors, Jean-Christophe, t'es vraiment emmerdé aussi avec ça? Un peu, mais pas trop. Mais c'est vrai, oui, pas trop, parce qu'on peut se permettre effectivement encore, comme disait Franck, de l'imagination et autres. Il y a une telle diversité à ce niveau-là, au niveau de l'univers, que je pense qu'on est tranquille sur un certain nombre de choses. C'est vrai que plus on va se rapprocher de notre système et aller vers des endroits où la science est en train d'avoir une meilleure clarté, une meilleure vision de ce qui se passe, là il faudrait être plus précis. Enfin, même en restant dans notre système solaire, nous parlions hier avec Franck de la planète 9. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas ce qu'il en est exactement. Est-ce qu'elle existe vraiment? Il y a une influence, on la détecte parce qu'il y a une influence. On détecte Vincent, tu peux répondre à ça, toi? C'est qu'on détecte quelque chose de par l'influence qui est produite sur l'environnement, en fait. C'est ça l'idée principale. Et cette influence existe vraiment, Pour l'instant, c'est une piste. En fait, c'est la population de ce qu'on appelle les objets transneptuniens. Vous connaissez tous la ceinture d'astéroïdes, mais il y a une autre ceinture au-delà de l'orbite de Neptune, qu'on appelle la ceinture de Kuiper, et ce sont des comètes, en fait, mais qui ne se manifestent pas comme des comètes parce qu'elles sont froides, donc ne sont pas actives. Et il y a plein de corps là-dedans. Pluton en fait partie, depuis qu'il a été dégradé, c'est juste un objet, un des gros objets de la ceinture de Kuiper. Et quand on commence à avoir les moyens de cartographier cette ceinture de Kuiper, les transneptuniens, et d'avoir leurs éléments orbitaux, c'est-à-dire connaître leurs orbites, on trouve que cette distribution, statistiquement, est intrigante et s'expliquerait bien mieux par l'influence gravitationnelle d'une masse, typiquement un autre Neptune, mais qui serait très très loin. Et on est en train d'améliorer considérablement notre cartographie de la ceinture de Kuiper, donc si c'est vrai, sa position devrait se lire dans les orbites de ces objets-là assez rapidement. C'est l'objectif que s'est fixé un astrophysicien français qui s'appelle Jacques Lascar. Il ne fait que ça en ce moment. Son objectif, c'est de trouver la position de la planète 9 par le calcul. Et il fait la course contre l'instrumentation qui arrive et qui pourrait, si elle existe, la trouver par l'observation. Donc il veut refaire le coup de Urbain Le Verrier avec la planète 9. S'il y a quelqu'un qui peut y arriver, je pense que c'est bien lui. Mais pour l'instant, dire si on pense plutôt qu'elle y est ou qu'elle n'y est pas, on a trop peu d'objets de la ceinture de Kuiper pour voir si c'est pas un hasard dans l'agencement des objets qu'on a trouvés. Mais c'est une piste très sérieuse. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Vous parliez des effets de marée. C'est un peu ce qu'on peut observer autour de Saturne, les satellites de Saturne. Alors, les effets de marée. Là, on reste encore dans les planètes. N'oubliez pas que le thème, c'était les exoplanètes quand même. Hein. Alors, on va répondre à la question. Hein. Justement, ma question, c'est dans le trappiste, est-ce qu'on est capable de comprendre, parce que c'est la proximité de ces planètes-là, de comprendre les effets de marée qui peuvent y avoir dessus? Alors, tout le monde a entendu la question? Oui, c'est... Alors, le système de trappiste, à nouveau, donc c'est un système très compact où si vous voulez, toutes les planètes sont dans une gamme de distance qui est 6% de la distance Terre-Soleil. Donc en fait, le système de Trappist-1, c'est une espèce d'intermédiaire entre le système, mettons, des satellites galiléens, les satellites de Jupiter, et le système solaire. Ils sont tellement compacts, donc il y a des effets de marée considérables, essentiellement des effets de marée liés à l'étoile. Il y a aussi des effets entre les planètes, mais les marées sont complètement dominées par l'effet de l'étoile, et les marées sont telles qu'en fait, il n'y a qu'un mode de rotation possible pour ces planètes, c'est de présenter toujours la même face à l'étoile. Donc toutes les planètes de Trappist, comme les satellites de Jupiter, comme tous les satellites naturels dans le système solaire, présentent toujours la même face à leur étoile. Et ça pose des questions au niveau du climat, par exemple. Typiquement, le genre de choses que j'étudie, c'est faire des simulations numériques de planètes en rotation synchrone. Mais les marées ont aussi un autre effet, c'est qu'elles peuvent chauffer une planète si jamais cette planète n'est pas sagement dans une orbite circulaire en rotation synchrone. Or, dès lors qu'un système est multiplanétaire, comme dans les systèmes autour de Jupiter, les influences entre les planètes empêchent les orbites d'être parfaitement circulaires. Et c'est ce qui fait qu'on a par exemple le satellite Io, ou dans une moindre mesure Europe, qui voudrait se mettre sur une orbite circulaire sans dissiper de chaleur, mais dont l'influence des autres satellites rend légèrement excentrique, c'est-à-dire change un petit peu la forme de l'orbite, et donc elle chauffe. Et c'est extrême dans le cas de Io. Et donc on va avoir la même chose dans le cas de Trappist-1, c'est-à-dire qu'on va avoir cette compétition entre les effets entre planètes et les marées qui ont tendance à circulariser les orbites, et
les planètes vont être chauffées par ça, et en particulier les plus proches. Alors est-ce que c'est un point positif ou négatif pour l'habitabilité? Ça peut être un point négatif si par exemple ça vous fait basculer du côté chaud. Si la Terre en rajoutait un peu de chauffage de marée de ce type-là, on vaporiserait les océans, parce qu'on est à la limite du bord interne de la planète Terre. Par contre, pour des planètes qui sont lointaines, ça peut permettre d'avoir des conditions de vie là où sinon il n'y en aurait pas. C'est exactement pour ça qu'on envisage d'aller explorer Europa, Ganymède, Callisto, etc. Parce que les forces de marée génèrent des océans internes en dissipant un peu de chaleur. Donc, les forces de marée, c'est un ingrédient essentiel pour les exoplanètes qu'on connaît, et en particulier dans ce système de TRAPPIST. Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, on va... Tiens, mais j'avais envie de poser cette question, c'est la dernière. Pourquoi pas aller sur une planète dans un univers parallèle? Là, je parle beaucoup, je vais laisser... Alors, pourquoi pas je vais répondre bêtement que je l'ai fait. Donc il l'a fait Je l'ai fait, ouais, il y a un numéro roman qui va sortir l'année prochaine qui, justement, dans l'univers presque parallèle, Franck le connaît, donc en plus, c'est ce qu'il en est. Bah, pourquoi pas, oui, effectivement, rien n'interdit, on peut se permettre au niveau de l'imagination et de l'imaginaire d'aller dans ce genre de choses. Mais on retombera toujours sur la même problématique, de toute façon, sur ces planètes. Il faudra qu'on les trouve, il faudra qu'on fasse ça, il faudra que... en fait, c'est simplement transposer à ce moment-là dans un système qui nous serait voisin, ou qu'on ne verrait peut-être pas directement. On avait même une époque, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on avait imaginé que la Terre avait son double de l'autre côté et avait le même système de rotation que nous. Donc, et Vincent, dans l'univers parallèle, toi le physicien. J'aimerais bien que tu me définisses ce que c'est qu'un univers parallèle, parce que c'est des univers perpendiculaires aussi. Il y a l'univers perpendiculaire. Donc oui, un autre univers, mais ça on en parle quand même. Je ne sais pas si on en parle en physique. Ah oui, de toute façon, les notions d'univers parallèle, on la rencontre en mécanique, en physique quantique. On peut la rencontrer en relativité générale aussi. Si on modifie la géométrie de notre univers, on pourrait hypothétiquement introduire des univers parallèles aux nôtres. Donc, du point de vue scientifique, oui, si on reste dans un certain cadre où on sait que des choses sont possibles mais ne le sont pas, pourquoi pas? Donc ça fera l'objet d'une autre table ronde. Hein. Mais ce qui se passe à des échelles microscopiques, avant que ça arrive à la taille d'une planète, d'un individu, là je pense qu'il y a un saut à faire qui est pas simple. Un saut quantique. Alors on va finir, puisqu'on a 3 minutes. Vous avez 1 minute ou 2 minutes chacun pour dire ce qu'on vous n'avez pas osé dire pendant cette table ronde, ou quelque chose, une question qu'on n'a pas osé poser. Vous avez 2 minutes chacun pour parler d'un truc de votre imaginaire, ou là d'avoir les pieds sur terre, c'est pareil. Hein. Moi, juste ce que je voudrais dire, c'est de rappeler que toutes ces études, elles sont à mettre en parallèle avec les connaissances que l'on a. Quand on observe quelque chose, avant c'était avec les yeux, au fur et à mesure de l'avancement de la technologie, nos yeux ont été remplacés par des instruments de plus en plus sensibles, de plus en plus efficaces. Mais ce qu'ils voient, c'est ce qui est issu de notre technologie, de notre science. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre que ce que l'on voit. Par exemple, l'univers, on observe sa taille, entre guillemets, à partir de la lumière que l'on reçoit, mais pourquoi pas est-ce que l'univers serait plus grand? Simplement parce que les zones que l'on ne voit pas n'ont pas encore émis la lumière qui nous arrive dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que nos observations, notre compréhension, elle est liée à notre développement scientifique. Donc c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. Ce qu'on vous dit à l'heure actuelle, ce qui serait intéressant, c'est que dans 10 ans, ça soit complètement faux. Là au moins, on aurait... Ça fait du boulot pour les physiciens. Hein. Mais disons que quand on a des cours avec les étudiants, ce qui est intéressant, surtout dans des thématiques comme la mécanique quantique par exemple, ce qui est intéressant, c'est de leur dire ce que l'on vous apprend aujourd'hui, ben peut-être que dans 10 ans, ça sera remis en cause et ça sera différent. Et ça, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour les écrivains de science-fiction, du coup, vous avez la liberté complète de tout inventer, même de dire n'importe quoi, parce que ça a une chance d'être vrai. Merci Vincent. Jean-Christophe. C'est bien de m'appliquer les mots de la bouche, mais c'est bien. On l'applaudit aussi alors. Non, mais effectivement, l'un des avantages qu'on a au niveau de la science-fiction, c'est que justement on peut faire d'une certaine manière de la prospective et imaginer
un certain nombre d'éléments au niveau des planètes à partir des connaissances qu'on a et donc en projeter vers le futur. Imaginer de nouvelles technologies, imaginer de nouveaux moyens de faire quelque chose, quitte à imaginer des évolutions de nous-mêmes en tant qu'être humain, mais notre technologie aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Si on la compare à ce qu'on avait il y a 2-3 siècles, ça n'a rien à voir. On va se trouver vraisemblablement dans une situation qui sera de même type, aussi bien pour l'observation que pour les vaisseaux, les déplacements, que pour les moyens de survie qu'on pourrait avoir. On a une chance ici aussi, on peut profiter de cette liberté que l'on a au niveau de la science-fiction pour justement se lancer et dire pourquoi ça ne serait pas comme ça, pourquoi on ne pourrait pas imaginer ce genre de choses et autres. En partant bien sûr de ce qu'on en a, c'est mieux parce que ça nous permet peut-être de faire des propositions intéressantes, mais c'est un des gros avantages, c'est vrai qu'en prospective. Il y a un échange entre la science-fiction et la science à ce niveau-là, des deux côtés. Mais vous aussi, vous avez le droit de faire marcher votre imaginaire, même si vous n'êtes pas de science-fiction scientifique, vous pouvez vous inventer des histoires qui vont au-delà des univers. Franck. Oui, moi je dirais simplement qu'en fait l'étude des exoplanètes c'est un peu un équilibre idéal, un mélange idéal entre connaissance et mystère. C'est-à-dire que si vous vous placez de 1000 ans en arrière, les gens regardaient les étoiles et certains avaient l'intuition de dire peut-être il se passe la même chose là-bas que chez nous. Et aujourd'hui on a des éléments de réponse. Je peux par exemple vous dire que effectivement si vous levez les yeux au ciel cette nuit, la plupart des étoiles que vous voyez ont des planètes, ont des cortèges planétaires. Donc vous êtes né dans un univers qui du point de vue de la connaissance avait 8 planètes, 9 au début parce que Pluton a été dégradé, etc. Mais disons que maintenant on est sous une pluie d'exoplanètes, en tout cas chacun de ces, mettez-vous vraiment ça en tête, il y a des systèmes solaires entre guillemets autour de quasiment toutes les étoiles dans le ciel, ça c'est intéressant. Mais il y a une telle diversité et une telle encore, je dirais, on est dans une phase tellement préliminaire de l'exploration que sur la question de ce que sont les environnements de ces planètes, qu'est-ce qui s'y passe sur les questions liées à la vie, les climats, les environnements, on est complètement ignorant. Et donc vous pouvez laisser votre imaginaire, on vous donne juste l'impulsion positive, il y en a plein, et on vous laisse quand même suffisamment de mystère pour que votre imagination se déploie, et pour moi c'est une période, on peut se trouver frustré de ne pas avoir ces réponses-là sur les exoplanètes, mais je trouve goûter cette part de mystère qu'on a encore, on a le bon équilibre entre connaissance et mystère dans ce domaine-là. Et bien alors, ça nous laisse de rêver, imaginer.